je pense que vous êtes une population essentiellement citadine. Donc je vais faire l'hypothèse que le vétérinaire, vous en avez une image essentiellement par vos animaux à 4 pattes ou à 2 pattes ou à 2 ailes, enfin bon, au choix. Donc pour vous, le vétérinaire, c'est celui qui soigne vos animaux de compagnie. Alors vous avez peut-être éventuellement une image un tout petit peu plus exotique du vétérinaire, parce qu'il y a encore... j'interviens régulièrement dans les lycées pour présenter, dans les lycées de mes enfants, pour présenter la formation vétérinaire, et il y a quand même pas mal de gens qui ont une image assez d'actari du vétérinaire. Donc oui, il y a aussi des vétérinaires qui soignent les éléphants, les baleines et toute autre chose. Et puis, alors, j'irai pas jusqu'à vous faire l'affront de vous demander combien d'entre vous ont joué à tout ça, mais c'est vrai que le vétérinaire, vous avez sûrement une image assez particulière. Par contre, enfin moi, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est les opportunités énormes qu'il y a à l'interface entre la santé humaine et la santé animale. Et mon pari, c'est qu'en fait, si vous vous intéressez tous, pour la plupart d'entre vous, à la santé humaine, vous allez, à un moment ou à un autre, passer par la santé animale. Et mon propos, c'est même de dire, si vous réfléchissez aux applications en santé animale de vos innovations, de vos idées, vous allez sans doute aller plus vite, mieux, et vous allez créer plus de valeur pour les innovations auxquelles vous avez réfléchi. Alors voilà, je vais essayer de vous en convaincre en quelques slides. Je n'ai pas des slides très sophistiqués, je suis restée à un niveau assez basique. Donc je me suis dit qu'après le repas, vous auriez trop de science tuerait la science, et puis mes prédécesseurs vous ont alimenté de doctes propos, donc les miens seront beaucoup moins doctes. Alors donc je m'appelle Isabelle Dieuzy-Labaye, je suis vétérinaire, donc pas très objective, et en fait j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'industrie, et mon dernier poste, c'est un poste de direction des alliances stratégiques, des partenariats finalement, entre ma boîte qui s'appelle Zoetis, qui est l'ancien Pfizer Santé Animale, donc attaché à un gros groupe pharmaceutique. Et donc je suis en charge des partenariats au niveau européen entre tout ce qui est structure externe, que ce soit des start-up, jusqu'à des consortiums de recherche avec plusieurs universités, plusieurs partenaires, publics pour la plupart, et mon entreprise. Donc beaucoup de travail sur l'innovation, sur la valorisation de l'innovation, et bien souvent, de la même façon que je pense vous croiserez la santé animale, bien souvent je croise la santé humaine, bien que n'étant pas du tout médecin ni quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de choses à faire à l'interface entre santé animale et santé humaine. Alors comme je ne suis pas très objective, j'ai essayé d'objectiver mes propos, et en fait il y a eu une prise de position à partir de 2010, qui a été très forte sur le concept dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle One Health, une santé, et qui en fait vise à tirer parti des interactions énormes entre l'humain, l'animal et même l'environnement. Et donc des entités aussi prestigieuses que la FAO, l'OMS et l'OIE. Alors l'OIE, c'est l'Office international des épizooties, c'est finalement l'OMS de la santé animale. Donc c'est un organisme international. Et ces trois organismes ont pris parti en disant qu'il faut absolument, de plus en plus, collaborer sur ces différentes dimensions et intégrer l'humain et l'animal, en tout cas dans une même réflexion et une même recherche. Alors, il y a plusieurs faits, enfin des choses très, très objectives et très factuelles qui viennent étayer ce besoin. Et je vous en ai mis deux qui me paraissent assez parlants. Un, c'est que sur l'ensemble, alors il y en a 1400, je ne sais combien, maladies infectieuses répertoriées chez l'homme, il y en a à peu près 60% qui sont dues à des germes qui se fichent bien de la barrière d'espèces et qui sont des pathogènes qui sont communs aux animaux et aux hommes. Et bon, ce que ce soit, alors pensez aux bactéries qui vous viennent en tête, les premières, genre Escherichia coli, Staph aureus, etc., mais il y a des tas de pathologies en animal et en humain. Et puis, dans les maladies émergentes, 75% d'entre elles sont des maladies zoonotiques. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément l'animal qui transmet à l'homme, ça marche dans les deux sens. Donc, c'est des maladies qui passent. Et donc, tout ça, ça fait dire que s'intéresser à la santé animale et la santé humaine ensemble, c'est assez pertinent. Alors, je n'ai pas voulu, encore une fois, vous faire des listes de choses possibles, parce que l'univers des possibles, et vous êtes des esprits innovants, vous allez le découvrir vous-même. Mais je vais partir de 3 ou 4 exemples qui m'ont été proches à un moment ou à un autre de mon existence. Et je vais commencer par... alors, je vais revenir juste en arrière pour vous dire donc les différents domaines dans lesquels vous allez rencontrer santé animale et santé humaine ensemble.
C'est bien sûr, évidemment, la lutte contre les zoonoses, donc les maladies dont je vous ai parlé, qui sont à l'interface santé animale, santé humaine, pour résoudre des problématiques communes. Ce n'est pas forcément des problématiques infectieuses, mais des maladies chroniques, par exemple, que ce soit l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc., sont des maladies, des problématiques communes. Tirer parti des analogies, ça on va y revenir, mais vous êtes des chercheurs, vous avez forcément à un moment côtoyé des modèles animaux, il y a des analogies qui sont tout à fait utiles. Et puis ensuite, la sécurité alimentaire, je vais revenir tout à l'heure sur ce que vous avez mangé ce midi, je pense que vous avez côtoyé la santé animale dans vos assiettes, et j'espère que c'était des animaux sains, parce que ça a une influence directe sur votre santé. Alors, premier exemple que je vais vous donner, c'est une expérience que j'ai eue le mois dernier. Alors j'aurais dû préciser, donc je travaillais jusqu'à il y a quelques semaines dans cette entreprise Zoetis, donc Pfizer Santé Animale, que j'ai quitté parce que je faisais partie du siège européen qui se déplace à Dublin et je n'ai pas la volonté d'aller à Dublin. Donc je quitte ma société et j'ai mis à profit le fait que j'avais donc un peu plus de temps pour partir au Malawi m'occuper de rage. Alors la rage, c'est une maladie humaine, donc vous la connaissez. C'est une maladie qui a la caractéristique d'être tout à fait évitable à 100%, parce qu'en fait, il y a un vaccin qui marche très bien, à la fois chez l'homme et aussi chez l'espèce réservoir de la rage, et qui est la cause de 99% des cas de rage chez l'homme, qui est le chien. Puisqu'en fait, à peu près, la large majorité des cas de rage chez l'homme sont dus à des morsures de chien. Donc cette maladie qui fait encore 70 000 morts, grosso modo, par an dans le monde, ce qui est quand même beaucoup pour une maladie qui est qui peut être prévenue à 100%, est donc une maladie qui me paraît intéressante dans ce sens où elle est véritablement à la confluence entre santé animale et santé humaine. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de prévenir la rage chez l'homme, c'est de vacciner le chien. Et donc j'ai fait partie d'une campagne de vaccination au Malawi. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que donc, ça consistait à vacciner des chiens. Moi, je ne vaccine pas les hommes, je ne suis pas médecin. Mais il y a plusieurs opportunités d'innovation qui me sont apparues en faisant la chose aussi bête que d'aller vacciner des chiens au milieu de l'Afrique. Alors, je vous parle d'innovation. On est là pour parler d'innovation. Donc, il y a des tas de territoires d'innovation qui sont importants, à mon avis. Alors, d'abord, le Malawi, même si cette carte ne l'explicite pas trop, mais c'est un pays qui est en zone tropicale, donc il y fait très chaud. Donc, première opportunité d'innovation, même s'il y a des vaccins qui existent, si on pouvait trouver des vaccins thermostables, ce serait vraiment bien. Parce qu'on se balade, quand on fait de la vaccination porte à porte, comme je l'ai fait, on se balade avec des thermos qui sont lourds. Et on est sans arrêt obligé, quand on ouvre et quand on ferme le container, de vérifier la température et la chaîne du froid, parce qu'on fait ça bien. Donc vaccin thermostable. Donc si vous rencontrez des pathologies pour lesquelles il y a déjà des solutions thérapeutiques ou de prévention, il faut aussi penser à tout ce qu'il y a autour. Et la thermostabilité d'un vaccin ou d'un médicament, c'est très important, en particulier pour les zones dans lesquelles la température est un problème. Alors ensuite, sur la diapositive du milieu, ce sont mes photos, donc elles n'ont rien d'extraordinaire, mais sur la diapositive du milieu, vous avez une de mes collègues qui vaccinait un chien. Alors là, autre opportunité d'innovation, c'est vrai qu'injecter un animal, c'est pas très compliqué quand c'est un animal qui a une contention facile. Les animaux au Malawi, on les attache pas très souvent, donc les tenir, c'est un challenge. On a des opportunités de se faire mordre assez fréquemment. Donc d'autres façons d'administrer les vaccins, c'est intéressant aussi. Vous savez peut-être que la rage, on en est venu à bout en France, en particulier au niveau de la faune sauvage, par des vaccins oraux chez les renards. Ils ont encore un certain nombre de désavantages, ces vaccins oraux, mais je pense qu'il y a de la place aussi pour imaginer d'autres façons de vacciner les animaux et les hommes. Vous voyez un espèce de tube rouge sur la table. Alors le tube rouge, c'est c'est un crayon marqueur qui nous permet d'identifier les animaux qui ont été vaccinés. Là aussi, il y a des opportunités d'innovation incroyables, parce qu'il faudrait pouvoir les identifier, ces chiens vaccinés, autrement qu'en leur mettant un trait de crayon, qui, au bout de 2-3 semaines, a disparu. Les gens ne gardent pas les carnets de vaccination ou les fiches de vaccination qu'on leur remet. Donc l'identification des animaux vaccinés, sachant qu'un animal vacciné est vacciné pour à peu près 2 à 3 ans, c'est aussi important. Donc si vous avez des idées géniales pour mieux identifier les individus qui ont été traités ou vaccinés, c'est important.
Puis alors, bon, je passerai sur tout un tas d'autres choses qui font partie de la lutte contre la rage. À droite, en haut à droite, vous voyez une clinique pour faire les stérilisations des animaux, castration ou stérilisation des femelles, ce qui aussi fait partie de la lutte contre ce genre de maladie. Bon, et puis j'ai mis aussi une petite photo sur l'information, parce que je pense que là aussi c'est une opportunité d'innovation thérapeutique. Il ne faut pas simplement penser aux produits ou aux vaccins, mais penser à tout ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, c'est aussi l'information et la logistique de diffusion de l'information pour que les vaccins ou les médicaments que vous allez inventer soient efficaces. Donc voilà, donc une zoonose, si vous êtes intéressé par la santé humaine principalement, vous allez rencontrer des maladies qui sont des maladies communes ou pour lesquelles la lutte passe par une lutte chez l'animal. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que je voulais illustrer avec l'exemple de la rage. J'ai été un peu trop vite. Après les zoonoses, donc qui sont des maladies qui passent de l'homme à l'animal, je vous ai parlé aussi de problématiques communes. Alors évidemment, les hommes et les animaux, c'est pas si différent que ça finalement. Et on a des problématiques communes. Alors là, j'ai choisi un exemple d'une société que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui s'appelle Emarina, qui est une petite boîte bretonne. Le chercheur, qui est un chercheur du CNRS, Frank Zal, qui dirige la société, il a fait un certain nombre de constats, enfin, à partir de l'observation des vers sur la plage. Et il s'est posé un certain nombre de questions sur la capacité de ces vers à s'oxygéner. Et en fait, il a mis en évidence la présence d'une hémoglobine, enfin d'un transporteur d'oxygène dans ces vers, qui a tout un tas de capacités, enfin qui fonctionne dans un gradient de température très large, qui est tout petit en termes de taille, et qui en fait un transporteur universel d'oxygène, avec des applications que vous pouvez imaginer en termes de transfusion sanguine, enfin de substitut à la transfusion sanguine, tout un tas d'autres applications possibles en termes de pansement pour des diabétiques, en termes de conservation des organes, etc. etc. Donc là, mon propos, c'est pas de vous donner toutes les applications possibles, mais si vous allez sur le site de Emarina, vous verrez que donc il parle des propriétés de la technologie qui sont applicables au champ humain, mais également au champ vétérinaire. Et quand j'ai rencontré Frank Zal, donc l'innovateur, en fait, il était intéressé de savoir si du côté vétérinaire, il y avait des applications. Et donc je l'ai aidé à monter un dossier pour présenter son innovation à des firmes vétérinaires, parce que oui, il y a un marché. Il y a un marché pour la transfusion sanguine ou pour les substituts sanguins chez les animaux. C'est même assez compliqué quand on est en face d'un chien ou d'un chat, par exemple, qui s'est fait renverser et qui a un problème de déficit sanguin, de trouver les bons outils pour faire ce qu'il faut faire. Et ça, ce serait une alternative possible. Donc pensez quand vous innovez. Ça, son propos, ce n'était pas du tout le vétérinaire au départ, mais quand vous innovez, pensez au fait qu'il y a sans doute une application de votre technologie en vétérinaire. Alors ça vous paraît peut-être pas très attractif, parce que c'est vrai que le marché du vétérinaire, c'est grosso modo, à la louche, 5% du marché de la médecine humaine. Néanmoins, et même si on a besoin aussi de dossiers d'enregistrement, d'accumuler des données, enfin, c'est très sérieux la médecine vétérinaire, c'est néanmoins plus court et moins onéreux, ce qui veut dire que dans beaucoup de cas, pour des startups, ça leur permet de mettre un pied à l'étrier avant d'aller vers le marché de l'humaine. Et ça, je peux vous dire, pour l'avoir vu plusieurs fois, que ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur aussi quand on cherche à collecter des fonds, parce que les financiers vont être contents de voir que vous avez fait une preuve de concept sur l'animal et que vous êtes déjà rentré sur un marché animal. Donc ça, c'est une illustration de problématiques communes. Alors, plus récemment, il y a 2 semaines, j'ai rencontré un médecin, donc encore un exemple, un médecin qui est un prof de pédiatrie et qui est spécialisé en endocrino, et dont le domaine, c'est le diabète. Et on a discuté parce qu'en fait, au cours de la mise au point de sa technologie, il s'occupe de thérapie cellulaire. Et donc, il a mis au point une lignée cellulaire qui, d'après ce que j'ai compris, donc, produit de l'insuline et qui est capable donc de permettre de pallier aux problèmes d'un certain nombre de pathologies de diabétiques. Et donc, il a fait, puisqu'en fait, il y a une grande analogie entre le diabète du chien et le diabète de l'homme. Il a fait un certain nombre d'essais chez le chien et il se demandait comment il pouvait valoriser ce qu'il a fait chez le chien. Parce que vous allez, pour certains d'entre vous, passer par des étapes. Alors, parfois, c'est des souris, parfois, c'est des lapins, mais parfois, c'est des chiens. Et là, en l'occurrence, il avait des très belles données sur le chien. Et effectivement, le diabète chez le chien, c'est un gros problème. La population canine aussi a tendance
enfin, on s'en occupe de mieux en mieux. Et donc, il y a certainement un marché. Donc, j'ai mis cette illustration aussi parce que c'est une façon de dire, vous allez sans doute utiliser des modèles animaux, pensez aussi à l'application que vos technologies peuvent avoir et que les données que vous avez générées peuvent générer dans le domaine vétérinaire. Alors, je ne vais pas vous commenter en détail les diapos parce que c'est loin d'être mon domaine de compétence. Mais j'ai trouvé que l'exemple était très amusant. Alors, ce qui est amusant aussi sur cette technologie, c'est qu'il a aussi une alliance avec une start-up qui fait des poches. Et apparemment, il met ses cellules dans une poche. Et la poche est ensuite intégrée, alors pas dans la cavité péritonéale, mais je crois à l'extérieur du péritoine, à proximité du système porte. Donc, il y a aussi toute une alliance avec une start-up innovante qui est à Alsace Biovallée, donc qui fait des poches qui rendent les cellules imperméables au système humain, mais qui permettent le passage de glucose et d'insuline dans les deux sens. Donc j'ai trouvé que c'était une belle technologie. Alors après, il m'a dit dans la poche, le problème c'est que mes cellules, elles manquent d'oxygène. Donc si vous avez suivi la dia précédente, je me suis permis de lui dire que, et en fait il avait fait le lien lui-même, il avait déjà rencontré Marina et ils sont en train effectivement de travailler ensemble sur potentiellement l'alliance aussi de la technologie et Marina. Donc j'ai trouvé ça passionnant parce que je trouve que c'est absolument fabuleux de voir comment différentes technologies et différentes innovations peuvent s'agglomérer pour faire des solutions thérapeutiques vraiment incroyables. Et ça, je pense qu'il va le tester chez le chien. Et bon, là encore, avec la visée humaine, bien sûr, mais je suis absolument certaine, et c'est ce qu'on a discuté la semaine dernière ou la semaine d'avant, qu'il y aura des applications chez le chien, ça c'est absolument sûr. Il y a un vrai marché. Alors, quatrième exemple, parce que c'est un exemple qui me tient à cœur, c'est une chercheuse que j'avais rencontrée il y a quelques années qui travaille à l'INRA. Donc l'INRA, ils sont plutôt en... Alors c'est les plantes et les animaux, l'INRA essentiellement. Et donc cette chercheuse, Sabine Riffaut, elle travaille toujours d'ailleurs, sur le BRSV, qui est le virus respiratoire syncytial bovin. C'est un virus qu'on connaît bien en tant que véto parce qu'il cause énormément de problèmes de pneumonie, enfin de bronchopneumonie chez les veaux. Et donc il y a un certain nombre de vaccins qui ne sont pas complètement efficaces, mais qui permettent d'améliorer les choses. Sabine, elle a travaillé sur une nucléoprotéine qui se présente sous forme d'un anneau, d'une nanoparticule qui est présentée ici. Et en fait, rapidement, quand elle a présenté son travail, un certain nombre de gens lui ont parlé du virus équivalent en humaine, qui est le virus de la bronchiolite du nouveau-né. Peut-être certains d'entre vous connaissent. La bronchiolite, je crois que c'est la première cause d'hospitalisation chez les nourrissons, ou chez les enfants entre 0 et 2 ans. C'est un énorme problème, un problème qui, je pense, coûte très cher en termes de santé publique. Et donc, elle s'est orientée sur ce côté HRSV et elle a récemment fait alliance avec alors là encore, une start-up qui s'appelle DBV, alors qui est une jolie start-up, hein, ils sont un peu plus... C'est plus une petite start-up, qui travaille dans le domaine des patchs. Et en alliant le patch de DBV avec les antigènes, enfin la nucléoprotéine de Sabine, ils sont en train de développer un vaccin contre la bronchiolite du nourrisson. Avec cette administration épicutanée, ça permet de shunter les problèmes d'anticorps maternels et de solliciter l'immunité du nourrisson qui n'est pas mature sur un certain nombre de plans, mais apparemment là, on peut arriver à obtenir des résultats très concluants. Donc, c'est en cours, c'est pas encore finalisé, mais ils ont obtenu des financements assez incroyables récemment. Et je trouve que pour moi, c'est un exemple incroyable de convergence entre santé animale et santé humaine, parce que tout est parti du veau, en fait. Vous voyez un veau et un nouveau-né, vous vous dites qu'il n'y a rien à voir, mais en fait, il y a beaucoup de choses à voir. Et là, on n'est plus sur de la convergence, on n'est plus sur des pathologies communes ou identiques, on est sur des pathogènes communs, parce qu'en fait, on s'intéresse aux mêmes choses, on s'intéresse à des virus, des bactéries, des parasites, et on a les mêmes problèmes, en fait. Donc là aussi, pensez aux analogies, vous avez un esprit très ouvert, donc the sky is the limit. Alors maintenant, on va parler du déjeuner. Alors, je ne savais pas exactement dans quel setting on se ferait le déjeuner, si on allait avoir des plateaux repas, ou en fait, c'était beaucoup plus formidable, parce qu'il y avait un magnifique buffet ce midi. Mais en regardant vos assiettes, je pense que vous avez forcément dû avoir du pâté, du saucisson, peut-être des œufs. Enfin bref, vous avez eu la santé animale dans votre assiette.
La sécurité alimentaire, alors les Anglais, ils ont deux termes pour la sécurité alimentaire. Ils ont le terme food safety et food security. Food safety, c'est le caractère sain de ce que vous mangez. Et pour que les produits animaux soient sains, il faut que l'animal soit sain. Et la food security, c'est le fait de disposer de protéines animales en quantité suffisante. Et ça, c'est toute une problématique aujourd'hui, puisque la population s'accroît, vous le savez, que plus les gens atteignent les middle class, plus ils veulent manger de protéines animales. Donc il y a un réel besoin de protéines animales, et c'est pas simplement en multipliant les cheptels par 10 ou 20 ou 30 qu'on va fournir tout ça, parce qu'il faut être réaliste. La planète n'est pas extensible, mais c'est aussi en produisant mieux avec ce qu'on a. Et un animal à quatre pattes, s'il est en bonne santé, eh bien, il fournira des produits de meilleure qualité, mais aussi en meilleure quantité. Donc il y a un vrai challenge. Donc si vous vous intéressez à l'homme et à la façon dont l'homme se nourrit, vous vous intéressez forcément à la santé animale. Donc là encore, mon propos très subjectif, c'est que la santé animale est absolument incontournable. Alors, j'ai fait une liste, et je vais passer très rapidement de tous les produits, je dirais, dans lesquels on a besoin d'innovation, un vrai besoin d'innovation en santé animale. Des vaccins, évidemment, et il y a plein de pathologies pour lesquelles on manque cruellement de vaccins. Un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé récemment, c'est une maladie à protozoaire, la néosporose. Mais des maladies à protozoaire, vous en connaissez plein en humaine aussi. Et le jour où on aura craqué le code pour les maladies antiparasitaires et un vaccin antiparasitaire, ce jour-là, ce sera bien. Et si vous travaillez sur une maladie animale et que vous craquez le code, la porte est ouverte sur les pathologies humaines et les parasites humains. On a un énorme besoin en antiparasitaires. En animal, on a beaucoup de problèmes de parasites, internes et externes. Des besoins d'anti-infectieux, évidemment. Et puis dans le contexte actuel de, je dirais, bon usage ou usage raisonné des antibiotiques, on a besoin d'alternatives aux anti-infectieux, mais ça c'est pareil partout. On a parlé au déjeuner avec quelqu'un de peptides. On travaille sur des peptides, sur les phages, sur les immunomodulateurs, sur plein de choses. Donc pensez, si vous travaillez sur tous ces sujets-là, aux applications en santé animale, elles existent, elles sont très nombreuses, et avec des enjeux économiques très importants. Diagnostic, solutions technologiques aux problématiques d'administration, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça, moi, je veux dire, il y a des choses très très variées. Un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé aussi, c'était un pistolet injecteur dans les naseaux des bovins pour éviter d'avoir à les contenir. Donc on a un sérieux problème que vous n'avez pas en humaine, de tenir nos patients, de les attraper et de les tenir et qu'ils se tiennent tranquilles. Et toutes les solutions d'abord de moindre fréquence des administrations, donc tout ce qui est bolus, patch, enfin tout ça, ça nous intéresse, mais aussi de délivrance et de délivrance, là en l'occurrence c'était dans les naseaux, en visant les naseaux. Produits d'hygiène écologique, génétique, technologie de l'information, je vais terminer là-dessus parce que vous avez parlé de médecine de précision. Alors nous aussi on a notre médecine de précision, on a notre élevage de précision. Alors bien avant que l'homme soit connecté, l'animal était connecté. Là encore, toute ma subjectivité, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment des innovations dans le domaine vétérinaire qui ont, je pense, précédé l'homme. Très rapidement, on a équipé les animaux de tout un tas de capteurs, avec beaucoup moins de complexes qu'en humaine pour le faire. Et donc, vous avez sûrement, si vous êtes rentré dans un élevage, vous avez sûrement vu des vaches avec des colliers, différents types d'identification, même des identifications au niveau de la patte. Alors, ça permet d'identifier le comportement de l'animal, ce qu'il produit comme lait quand il passe au robot de traite. Par exemple, je parle des vaches. Combien de temps il va rester à s'alimenter. Sur les pattes, ça permet de détecter des boiteries. Ça permet de détecter le niveau d'activité de l'animal, savoir si les vaches sont en chaleur, s'il faut les inséminer, etc. Donc tout ça, ce sont des outils non seulement qui sont importants par rapport à la rentabilité des élevages et à la santé des animaux, mais aussi par rapport au bien-être de l'éleveur. Parce que ça permet, dans des élevages qui sont passés de 20 animaux dans les années 50 à 200 vaches laitières, de simplifier le travail et d'avoir une proximité par rapport à l'animal au travers des technologies de l'information. Donc nous, ce qu'on appelle, il y a un ouvrage qui vient de sortir, si ça vous intéresse, sur l'élevage de précision, qui est écrit par quelqu'un de l'INRA. Je ne l'ai pas encore lu, mais l'élevage de précision, c'est tout ce qui est capteur sur l'animal, et ça peut être capteur de la rumination, capteur de la marche, capteur de plein de choses, et qui, au travers de l'utilisation des big data, va nous permettre de collecter de l'information, de la transformer et de simplifier et de rendre plus efficient l'élevage en lui-même. Voilà, c'est notre élevage de précision. Alors maintenant, c'est à vous d'innover. Et j'ai terminé par une petite citation, parce qu'elle est tout à fait récente, sur ça c'était
mon boss dans Zoetis, quand j'étais chez Zoetis, qui est responsable des innovations externes dans le monde entier, et qui récemment a été interviewé. Donc il y a une petite citation dans laquelle il dit que, grosso modo, toutes les opportunités de travail à l'interface entre l'humaine et l'animal, elles sont, je vous laisse lire, hein, limitless, donc il n'y a pas de limite, c'est très stratégique. Et donc, si vous voulez aller vous intéresser un petit peu à la santé animale, je pense que vous verrez les portes s'ouvrir très grand à toutes vos innovations. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et j'espère que, au travers de ces quelques exemples, sans prétention, je vous aurai convaincu que les animaux, c'est pas juste le vétérinaire qui soigne vos animaux, c'est très large, et il y a vraiment, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser pour valoriser vos innovations et aller encore plus loin dans ce que vous faites. Voilà.